Savais-tu qu'il est possible de débloquer la capacité naturelle de ton corps à s'auto-guérir, sans avoir besoin de médicaments ni de traitements compliqués? Dans cette vidéo, je te révèle le vrai secret de l'auto-guérison, où tu découvriras 10 clés cachées qui ont aidé des personnes ordinaires comme toi et comme moi à transformer leur santé de l'intérieur sans dépendre de rien d'extérieur. Beaucoup croient que guérir est une question de chance ou de génétique. Mais la vérité, c'est qu'il y a des blocages émotionnels, mentaux et physiques qui freinent ta capacité à guérir, et aujourd'hui, tu vas apprendre comment les libérer. Reste jusqu'à la fin parce que ce que tu verras aujourd'hui marquera un avant et un après dans ta vie. Commençons. Le vent s'infiltrait par les fissures de la vieille fenêtre, comme s'il voulait dire quelque chose. C'était au milieu de la nuit et dans le quartier Alamos, le silence résonnait comme un vide profond, presque sacré. L'horloge du salon, avec ses aiguilles fatiguées, marquait 4h30 du matin. Mais dans la chambre de Rosario, il n'y avait pas de sommeil, seulement des pensées entassées comme de la vaisselle sale. « Et si demain je ne pouvais plus me lever ?» se demanda-t-elle à voix basse, en observant l'ombre courbée que son dos projetait sur le mur. Rosario avait 73 ans, mais elle n'en avait pas l'air. Pas à cause de son physique, qui ne mentait plus, mais parce qu'elle avait vieilli prématurément à l'intérieur. Depuis que son mari était parti de la maison avec une autre femme 20 ans plus tôt, elle vivait piégée dans une histoire qu'elle ne cessait de se raconter jour après jour. Son corps était tordu par l'arthrose, mais c'était le ressentiment qui pesait le plus lourd. Le matin commença avec ce silence étrange que seuls les vieux connaissent. Ce moment où personne ne dépend plus de toi et où le monde semble oublier que tu existes. Elle se leva du lit avec effort, se mettant d'abord sur le côté, comme elle l'avait appris après que son genou gauche ait cessé de coopérer. Chaque mouvement était un pacte. Si ça ne fait pas trop mal, je me lève. Elle se traîna jusqu'à la cuisine, alluma le vieux chauffe-eau et posa la petite casserole métallique avec un peu de cannelle. Chaque jour commençait pareil, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle pouvait faire d'autre. Et pourtant, ce jour-là ne serait pas comme les autres. À mi-cuillerée de sucre, on frappa à la porte. Qui diable toque sitôt? Elle ouvrit prudemment. De l'autre côté, debout comme s'il l'attendait depuis des siècles, se tenait Moreau, un homme à la barbe blanche et au regard ferme, d'environ 80 ans. Elle le connaissait de vue. C'était l'homme du jardin communautaire, celui qui portait toujours des sandales même en hiver et qui parlait aux oiseaux. « Rosario, n'est-ce pas ?» dit Moreau d'une voix tempérée comme la terre mouillée. « Oui, il se passe quelque chose. »« Oui, à vous. » Rosario cligna des yeux. « Comment ? Vous n'allez pas durer longtemps si vous continuez à croire tout ce que vous vous dites. » Moreau n'était pas fou, ou peut-être que si, mais du genre qui n'effraie pas. Il y avait quelque chose dans son ton qui désarmait. « Vous voulez entrer ?» dit Rosario presque sans s'en rendre compte. Moreau entra et sans demander la permission s'assit là où le soleil frappait juste sur la chaise du dîner. « Je ne viens pas vous dire comment vivre, Rosario. Je viens vous demander pourquoi vous vivez ainsi. » Elle le regarda offensée, mais aussi étrangement émue. Personne ne l'avait regardée comme ça depuis des années, comme si elle pouvait se désassembler sans être jugée. « Et vous, qui êtes-vous pour demander ?»« Je suis juste quelqu'un qui a appris à cesser de souffrir. » L'illusion de l'identité comme douleur chronique ne fut pas nommée ainsi par Moreau, mais dans les minutes suivantes, il l'expliqua avec une clarté si brutale que Rosario sentit qu'on lui ouvrait la poitrine, avec une cuillère en bois. « Vous savez pourquoi vous souffrez encore de cet homme parti il y a 20 ans ? Parce que vous croyez encore être l'épouse abandonnée. Vous ne souffrez pas pour le Rosario. Vous souffrez pour l'histoire que vous vous racontez tous les jours devant le miroir. La femme que personne n'a choisie, mais ça m'a fait mal. Ça m'a détruite. Ça m'a pris ma vie, » explosa-t-elle, comme si chaque mot était une écharde accumulée. « Oui, ça vous a fait mal. Ça, personne ne le nie. Mais vous en avez fait votre identité. Vous ne vous souvenez plus de qui vous étiez avant d'être celle qui a été trahie. Vous vous êtes accroché à la douleur comme si c'était la seule chose qui vous définissait. Ça, c'est le vrai poison. » Rosario resta muette. Il y avait quelque chose de profondément offensant, mais irréfutable dans ce que disait Moreau. C'était comme si on lui disait que toute sa biographie était construite sur une blessure mal cicatrisée. « Alors, qu'est-ce que je fais ?»« Je fais semblant que ça n'est pas arrivé, » dit-elle avec rage. « Non, mais arrêtez de l'utiliser comme un vêtement. Vous n'êtes pas cette histoire. C'était quelque chose qui s'est produit. Ce n'est pas vous. » Alors Moreau fit quelque chose de plus déconcertant. Il sortit un petit carnet de son sac et le posa sur la table. « Chaque fois que vous y penserez, ne le pensez pas comme ma tragédie.
Écrivez-le comme si c'était un souvenir d'autrui. Décrivez-le comme si c'était un rêve que vous avez fait. Ainsi, peu à peu, votre système nerveux cessera de le traiter comme une menace présente. Je vous l'assure, c'est de la science et du silence. Ce fut le début. Rosario ne savait pas que ce carnet changerait la carte de son cerveau. Ce soir-là, après beaucoup d'hésitation, elle écrivit « Il y eut une fois une femme que son mari a quittée. Elle pensa que ça signifiait qu'elle ne valait rien, mais peut-être avait-elle tort. Et cette unique phrase écrite comme si c'était sur une autre fit quelque chose en elle. Elle ne le comprit pas tout à fait, mais elle dormit sans pleurer pour la première fois depuis des mois. Le lendemain matin, elle le chercha. Moreau était au jardin, caressant les feuilles d'une plante d'épazote comme si c'était de l'or. « Ne me venez pas avec plus de phrases de sagesse, » dit Rosario sans saluer. « Je veux savoir ce que ça veut dire, ce truc d'arrêter d'être l'histoire que je me raconte. » Moreau sourit sans lever les yeux. « Ça signifie que tout ce que vous ressentez n'est pas vrai, et que tout ce que vous pensez n'est pas à vous. » C'est là qu'il introduisit le deuxième poison déguiséen de médecine amère, la résistance et le vrai trauma. « Regardez, » dit-il en pointant la plante qu'il avait en main. « Cette branche est tordue, parce qu'à un moment elle a poussé contre un mur. Mais si vous l'observez, la torsion ne l'a pas tuée, elle s'est simplement adaptée. Elle n'a pas essayé de se redresser de force. Vous, en revanche, vous passez vos 20 dernières années à essayer de ne pas vous tordre, à maintenir la posture de ce que vous étiez avant de souffrir. Et ça, Rosario, c'est ce qui vous fait mal. Alors, quoi? Je dois laisser que ça me brise? Vous n'avez pas à cesser de résister à ce qui vous a déjà brisé. Le corps garde la résistance comme tension, l'esprit comme obsession. C'est pour ça que vous ne dormez pas, que vous ne respirez pas bien, que vous êtes toujours fatigué. Rosario le regarda comme si soudain, la gravité de la planète avait changé. Et comment on arrête de résister? Moreau se leva sans répondre, marcha vers un banc de pierre et s'assit en lotus. « Asseyez-vous. Je ne peux pas m'asseoir comme ça. Asseyez-vous comme vous pouvez. L'important, c'est que vous soyez là. » Elle le fit avec difficulté, sentant sa hanche craquer. « Maintenant, portez attention à cet instant. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. N'essayez pas de vous calmer. Observez simplement. Observez quoi? La résistance, l'envie de partir, la tension dans le dos, l'envie de juger cet instant comme inconfortable. N'essayez pas de le corriger. Regardez-le comme si vous voyiez un film muet. » Rosario essaya. Pendant 5 minutes, elle resta à regarder le vide, laissant son corps lui crier à quel point c'était inconfortable. Elle ne lutta pas, ne corrigea pas sa posture, ne se força pas à se calmer. Et alors quelque chose changea. Une partie de sa poitrine se relâcha comme si une bande invisible qu'elle tendait depuis des années se rendait enfin. Ce n'était pas du soulagement. C'était une neutralité douce comme vider sa batterie sans anxiété. C'était ça, c'est le début. Quand vous cessez de résister, le corps commence à se rappeler comment guérir. Il n'y a rien à réparer, il faut juste arrêter d'étreindre. Dans les jours suivants, Rosario commença à remarquer des choses qui lui semblaient invisibles avant. Comment elle retenait son souffle chaque fois qu'elle pensait à son fils, celui qui ne lui parlait plus. Comment ses mâchoires se serraient toutes seules en se rappelant sa sœur. Comment son estomac se durcissait chaque fois qu'elle allumait la télévision et qu'une pub de couples apparaissait. Chacune de ces réactions n'était pas la douleur originelle. C'était des formes de résister à la douleur, des couches, des armures, des contractions, et alors elle comprit ce que Moreau lui avait dit. Le trauma n'était pas l'abandon, mais la guerre qu'elle avait menée pour éviter de le sentir. Elle commença à pratiquer ce qu'il appelait la reddition consciente. S'asseoir, cesser de se battre contre ce qu'elle sentait et juste le permettre. Pas se résigner, mais permettre, comme ouvrir la porte à un visiteur inconfortable et le laisser passer sans lui offrir de thé. Au début, c'était horrible. Elle sentait que si elle se lâchait, elle s'effondrerait. Mais ça n'arriva pas. Chaque fois qu'elle y parvenait, même pour 2 minutes, quelque chose à l'intérieur se remettait en place. Un matin, en se réveillant, elle se rendit compte qu'elle ne pensait plus à son ex-mari comme mon ex. Elle y pensait comme l'homme avec qui j'ai été mariée. Cette petite différence fut un tremblement de terre silencieux. C'était la première fois que son esprit parlait de lui sans le porter en elle. Au bout de 2 mois, elle n'avait plus besoin d'écrire à la 3e personne. Maintenant, elle écrivait en silence depuis l'observation. Ses pensées continuaient, mais toutes ne l'intéressaient pas. Elle apprit à ne pas leur répondre, comme si c'était des ordres. Un après-midi pluvieux, Rosario demanda à Moreau « Comment avez-vous su tout ça ?» Moreau regarda le ciel et répondit « J'ai dû moi aussi cesser de me raconter une histoire, une qui disait que je ne valais rien si je ne prenais pas soin de tout le monde,
que ma valeur était d'en sauver les autres. Mais cette histoire m'a laissé seul, et ce n'est que quand j'ai cessé de résister à ma solitude que j'ai commencé à guérir. Rosario le regarda longuement. Ça marche pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui en ont assez de se battre. Et ce jour-là, Rosario sut qu'elle ne voulait plus se battre, ne voulait plus avoir raison, ne voulait plus de vengeance, elle voulait respirer. Le vent s'infiltra à nouveau par la fenêtre. Il n'apportait plus de froid, il apportait de l'espace. Si ce type de vidéo résonne en toi et t'inspire, je te remercie de mettre un like. C'est un petit geste qui nous aide vraiment beaucoup à continuer à créer plus de contenu comme celui-ci. La chaleur de Mexico descendait plus lentement en juillet, comme si le ciel résistait à lâcher la fureur de son feu accumulé. Rosario passait déjà des semaines à rendre visite à Mauro chaque matin, s'asseyant à côté de lui au jardin sans objectif ni question. Il restait là à respirer le même air épais, comme deux meubles anciens observant le monde. Elle ne sentait plus d'urgence à comprendre, mais une doute persistant, un de ceux qui ne cria pas mais pique, lui mordait la poitrine chaque nuit parce qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser. Il y avait des moments de calme, bien sûr, mais il suffisait d'une pause pour que la lumière des pensées revienne plus forte. Reproches, souvenirs, phrases qu'elle n'avait jamais dites. Peur avec la voix de sa mère, phrases à voix haute qui ne vivaient que dans sa tête. L'esprit ne la laissait pas en paix et elle commençait à croire qu'il ne le ferait jamais. Un matin, tandis qu'elle essayait de se concentrer sur une fleur de lavande, Rosario se rendit à nouveau. « J'ai compris que je ne suis pas mon histoire, » dit-elle sans le regarder. « Mais je ne peux pas m'empêcher de penser comme si je l'étais. » Mauro lâcha un petit rire. « Bien sûr que non, pourquoi le ferais-tu » Elle fronça les sourcils. Elle s'attendait à de la compréhension, pas à de la moquerie. « Comment ça, pourquoi ?»« Parce que vous croyez encore que les pensées sont à vous, » répondit Mauro en arrachant doucement une feuille de menthe. « Vous croyez qu'elles ont un passeport et une adresse à votre nom. Vous croyez qu'elles vous appartiennent, parce qu'elles sont dans votre tête. » Rosario ne répondit pas. C'était vrai. Elle ne s'était jamais posé la question. Qu'est-ce qu'elles sont d'autres si ce n'est à moi? Mauro s'ajusta sur le côté avec ce geste posé de celui qui se sait partie du temps et non son esclave. Avez-vous déjà regardé la télé? Et par inadvertance, vous restez scotché à une chaîne que vous ne comprenez pas, mais qui vous captive. Bien sûr. Et vous vous sentez mal pour ce qui passe là. Eh bien, ça dépend. Parfois, oui, ça m'agace, mais vous savez que vous n'avez pas choisi ce que la chaîne diffuse, n'est-ce pas? Rosario hocha la tête, confuse. C'est ce qui se passe avec l'esprit. Vous ne choisissez pas tout ce qui apparaît là. Les pensées ne sont pas une propriété privée. Ce sont comme des programmes de télé qui passent sur un appareil sans propriétaire. Certaines se répètent parce qu'on vous les a dites 1000 fois, d'autres parce que vous avez eu peur, d'autres parce que votre corps est agité et que la chimie les fait apparaître. Et d'autres, aucune idée, elles apparaissent juste. Rosario garda le silence. Quelque chose en elle, une partie qu'elle ne savait nommer, commençait à se relâcher. « Et alors, qu'est-ce que je fais avec elle ?» demanda-t-elle d'un ton plus doux. « La même chose que si la chaîne de télé ne vous plaît pas. Ne vous battez pas avec elle. Ne discutez pas avec le présentateur. N'essayez pas d'éteindre la télé à coups de marteau. Changez juste de chaîne ou laissez passer. Et comment on fait ça? Avec de la pratique. Observez vos pensées comme si c'était des pubs. Ne les analysez pas, ne les jugez pas, ne les niez pas. Regardez-les passer comme des nuages. » Mauro sortit de son sac une petite clochette dorée qui brillait à peine sous le soleil. « On va faire une pratique. » Ils s'assirent en silence. Mauro sonna la cloche une fois. « Chaque fois que votre esprit commence à parler, n'essayez pas de le faire taire. Dites-vous juste, cette pensée se produit. Elle n'est pas à moi, elle passe. Puis revenez à votre respiration. Prête. » Rosario hocha la tête. La première minute fut paisible. Puis, comme une vieille peste, les pensées surgirent. C'est une perte de temps. Je suis trop vieille pour ces trucs. Voyons si Mauro ne regarde pas si je respire mal et si ça ne marche pas. Mais cette fois, Rosario fit quelque chose de nouveau. Elle ne les poursuivit pas, ne se gronda pas, pensa juste. Ça se produit, ce n'est pas à moi, ça passe. Et revint à sa respiration 1, 2, 10 fois. Ce n'était pas parfait, mais c'était différent. En rouvrant les yeux, quelque chose dans son visage avait changé. Ce n'était pas une expression. C'était une souplesse intérieure, comme si enfin elle comprenait que son esprit n'était pas une prison, mais une rue où passaient des voitures. Et elle n'avait pas à monter dans toutes. « Je pensais que je me sentirais plus calme, » dit Rosario honnêtement, « mais je me suis juste rendu compte de toutes les saletés qui passent dans ma tête. » Mauro sourit. « C'est le premier diagnostic. C'est pour ça que le silence est le premier pas de la guérison.
Pas parce qu'il est beau, mais parce qu'il est cru. Le silence n'embellit pas. Il révèle ce que vous avez entendu aujourd'hui. Rosario a toujours été là. Seulement pour la première fois, vous avez cessé de vous distraire et ça guérit, ça diagnostique. Et dans le diagnostic commence la cure. Ou comment vous allez vous traiter si vous ne savez pas ce qui vous arrive. La semaine suivante fut dure. Rosario continua à pratiquer ce type d'attention et au début, elle se sentit pire, comme si son esprit était en colère de ne pas être obéi. Des pensées plus violentes, plus absurdes, plus sales. Elle eut même peur, mais elle se rappela les mots de Moreau. Elles ne sont pas à toi, elles passent. Et alors elle se rendit compte de quelque chose. Entre tant de pensées, il y avait de petits espaces vides entre l'une et l'autre, parfois d'une seconde, mais ils étaient réels, comme si l'esprit prenait une respiration entre phrase et phrase. Et dans ces respirations, Rosario sentait quelque chose de complètement nouveau, une présence sans récit. Là, il n'y avait ni culpabilité, ni futur, ni passé. Il y avait un silence si profond qu'il la désarmait. Moreau, ces espaces entre pensée et pensée, c'est moi. Non, mais c'est là que vous pouvez vous trouver. Pas dans les mots que vous répétez, pas dans l'histoire que vous vous racontez. Vous commencez dans l'espace entre ce que vous croyez être. Rosario cessa de parler. Elle se rendit compte qu'elle n'avait plus autant d'intérêt à expliquer ses sentiments. Elle commençait à préférer les sentir, ne pas les dramatiser, juste les vivre. Comme on voit la pluie derrière une fenêtre sans intervenir. Un jour, en taillant une plante de bougainvillier, elle se rappela une phrase que sa mère lui disait souvent. « Tu as l'esprit inquiet comme ton père. Tu finiras comme lui. » Cette phrase l'avait suivie toute sa vie comme une ombre. Elle avait toujours pensé que ses pensées étaient dues à son héritage. Mais maintenant, depuis cette nouvelle conscience, elle vit que c'était aussi une pensée de plus, un autre programme hérité, une autre chaîne de télé qu'elle avait oublié d'éteindre. Ce jour-là, sans le planifier, Rosario fit quelque chose qu'elle ne s'était jamais permis. Elle resta en silence absolu pendant plus d'une heure. Elle ne lut pas, ne pensa pas, ne médita pas. Elle fut juste là et dans cet être, elle sentit un pleur doux monter de sa poitrine. Ce n'était pas de la tristesse. C'était comme si son corps remerciait enfin d'être écouté sans interruption. Elle n'avait plus besoin de tout comprendre. Elle avait besoin d'espace. Ce soir-là, devant un cahier blanc, elle écrivit « Aujourd'hui, je n'ai pensé à rien d'utile, mais je ne l'ai pas cru non plus. » Et ce fut un repos. Moreau l'observait sans intervenir. Il savait que les graines germaient déjà, et comme tout bon jardinier, il savait qu'on ne doit pas déterrer une plante pour voir si elle pousse. Juste l'arroser, lui donner du soleil, attendre. Un après-midi, tandis qu'il buvait du thé à l'anis, Rosario posa une question que Moreau savait qui viendrait. « Et toi, à quoi penses-tu quand tu penses ?» Moreau sourit. « La même chose que quand il pleut. Parfois je me mouille, parfois je reste à la maison. Mais je ne cours plus m'abriter, je laisse juste passer et ça passe. » Rosario lâcha un rire inattendu. Elle ne se rappelait pas la dernière fois qu'elle avait ri sans sarcasme. Ce soir-là, elle dormit profondément. Pas parce qu'elle ne pensait pas, mais parce qu'enfin elle comprenait qu'elle ne devait pas obéir à tout ce qu'elle pensait. Et dans cette compréhension, quelque chose de très profond se relâcha en elle. Une corde intérieure qui la tenait depuis des décennies, par peur de tomber. Mais elle ne voulait plus se tenir, elle voulait se reposer. Le vent n'entrait plus avec rage par les fissures. Les rideaux de Rosario, pour la première fois depuis des années, ondulaient doucement, comme si tout son appartement, même les objets, avait appris à respirer plus lentement. Et pourtant, sous cette calme récente, quelque chose de plus profond se remuait. Ce n'était ni de la tristesse, ni de l'anxiété. C'était une sorte de vibration inconnue, comme si son corps se rappelait quelque chose qu'il avait enterré depuis longtemps. Elle avait fait taire le bruit, oui, mais maintenant que le bruit était parti, ce qui restait était plus intense. Rosario était prête pour sa prochaine rencontre avec Moreau, mais cette fois, ce fut lui qui la surprit. « Aujourd'hui, on ne va pas au jardin », dit-il au téléphone d'une voix sèche, tranchante, ferme. « Aujourd'hui, viens au passage de la fumée à 17h. » Rosario ne demanda pas pourquoi, hocha juste la tête. Le passage de la fumée était un coin caché derrière le vieux marché, où les enfants jouaient à cache-cache, entre les murs de pierre, et les vendeurs de piments secs laissaient leurs sacs pendant quelques heures. C'était un lieu qui sentait les histoires jamais dites. Moreau était là, assis sur un natte avec une bougie blanche allumée devant lui et une chaise vide qui l'attendait. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Rosario, sentant que quelque chose dans sa poitrine commençait à se fermer. « Une chirurgie, répondit-il, mais pas de celle qu'on fait avec un bistouri. » Elle ne savait pas si rire ou fuir. « De quoi parles-tu » Moreau la regarda avec une solennité
qui semblait étrangère au monde moderne. Rosario, tu passes ta vie à porter des morceaux de toi que tu as exilés, des parties de toi que tu as rejetées, ignorées, enterrées avec jugement. Aujourd'hui, si tu es prête, on va les regarder une par une. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa gorge se serra comme si on l'appelait par son vrai nom. « Assieds-toi, ne dis rien. Écoute juste », dit Moreau et étendit devant elle une feuille de papier. Il y avait une liste. Rosario la lut lentement. C'était une liste de phrases. Chacune semblait écrite depuis son âme. Je n'aurais pas dû crier sur mon fils cette fois-là. Ça me dégoûte ce que je ressens quand j'envie ma sœur. J'ai fait semblant d'aimer quand je ne voulais que de la compagnie. J'aime avoir le contrôle plus que j'aime la paix. Je ne sais pas si j'ai jamais été une bonne mère. Ça me fait mal de ne pas être spéciale. J'ai haï Dieu. Parfois, je souhaite que les autres aillent mal pour ne pas me sentir si seule. Rosario sentit des nausées. Elle voulut se lever mais n'y parvint pas. Pas parce que Moreau l'arrêtait, mais parce qu'elle comprit que pour la première fois de sa vie, elle ne pouvait pas fuir d'elle-même. Ce moment fut plus puissant que n'importe quel cri, plus violent que n'importe quelle dispute. Ce fut une rencontre sans intermédiaire avec son ombre. « Comment as-tu su tout ça ?» murmura-t-elle. « Je ne l'ai pas su. »« Tu l'as écrit toi-même, » dit Moreau. « Pendant nos conversations, tes gestes l'ont dit, tes silences l'ont crié. Et parce que, comme tout le monde, tu portes la même fracture cachée sous différents déguisements. » Rosario pleura. Pas de tristesse. Elle pleura parce que pour la première fois, elle vit que toutes ces choses qu'elle avait essayé d'enterrer n'étaient pas des erreurs à corriger, mais des parties d'elle qui ne voulaient qu'être vues sans jugement. La compassion n'est pas un sentiment, Rosario, c'est un mécanisme d'intégration psychique. Ce n'est pas sentir beau, c'est cesser de cracher sur ce que tu as été. C'est te réintégrer pour t'ajuster, pour survivre, pour qu'on t'aime. Elle se couvrit le visage avec le main. Le pleur sortait comme de la vapeur accumulée depuis la naissance. Et comment ? Comment on réintègre ça ? Comment on arrête de haïr ces parties ? Moreau s'approcha avec une tendresse qui faisait plus mal que n'importe quel reproche, sans leur demander de changer, juste en les voyant sans déguisement. Regarde ce que tu as été. Regarde-le en face. Reconnais-le comme tien et ne le traite pas comme un ennemi. Ne lui donne pas ta maison, mais ne lui ferme pas la porte à coups de pied non plus. Rosario hocha la tête en tremblant. Elle savait que c'était la vraie guérison. Pas le calme, pas la paix immédiate, mais le geste profond d'embrasser ce qu'elle n'avait jamais cru pardonnable. Et quand tu l'embrasseras, ça disparaîtra. Non mais, ça cessera de te manipuler depuis les ombres. Le rituel continua. Rosario lut chaque phrase à voix haute. Moreau ne commenta rien. Sonna juste la cloche après chaque confession, comme si la vibration du son libérait l'énergie retenue pendant des décennies. Avec chaque ligne, son corps devenait plus léger, comme si la gravité elle-même se reconfigurait en elle. Qu'alors, à la dernière phrase, Rosario dit « Je ne sais pas si je mérite d'être heureuse ». Le silence devint si dense que même le vent sembla disparaître. Moreau s'approcha et lui murmura « C'est là que commence la chirurgie. Parce que l'authenticité fait mal comme une chirurgie psychique. Ce n'est pas une libération instantanée. C'est le processus douloureux de cesser d'être le masque. C'est sentir la chair vive de ta propre contradiction sans courir la couvrir. Rosario, être authentique n'est pas dire ce que tu penses, c'est cesser de soutenir ce que tu n'es pas. Et ça fait mal parce que ça implique de lâcher l'approbation des autres. Ça implique de briser l'image que ta famille avait de toi. Ça implique de reconnaître que certaines choses que tu as faites n'étaient pas par bonté mais par peur. Rosario hocha la tête. La douleur était réelle, mais c'était une douleur avec un but, comme celle d'une fracture qui enfin se remet en place. Et si je ne suis pas ce que j'ai toujours cru, alors enfin tu peux être ce que tu es, sans avoir à te le croire. Ce soir-là, Rosario rentra en marchant lentement. Elle portait la feuille dans son sac, plus comme une liste de culpabilité, mais comme une carte de retour. À la maison, elle n'alluma pas la lumière. Elle s'assit dans l'obscurité, pas pour éviter, mais pour observer. Et pour la première fois au milieu de l'ombre, elle se sentit complète. Le corps de Rosario commença à se réveiller avant sa conscience. Ce n'était plus comme avant, quand son dos criait au premier mouvement ou quand son genou gauche la forçait à négocier avec la douleur. Maintenant, c'était différent. Elle sentait comme si quelque chose de plus interne se réorganisait. Pas le corps, mais la façon dont elle l'habitait. Et pourtant, quelque chose la brisa à midi. Soudainement, sans raison apparente, un nuage épais commença à la couvrir de l'intérieur. C'était comme une tristesse qui ne venait ni du présent ni des souvenirs, mais d'une fatigue qui ne trouvait plus de justification.
C'était le type de douleur qu'on ne peut expliquer avec des mots, parce qu'elle n'a pas de cause claire. Cet après-midi-là, en buvant de l'eau de citron sans sucre et en regardant son reflet dans la télé éteinte, Rosario sentit qu'elle se décomposait. Ce n'était pas physique, pas mental, c'était structurel. Une fissure interne qui traversa son identité comme un éclair fend une montagne. Soudain, tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait dit, tout ce qu'elle avait été ne lui servait plus. Ce n'était pas du regret, c'était un déracinement, comme si la personne qu'elle avait été s'évaporait et qu'elle restait suspendue sans savoir qui elle était. Elle voulut appeler Moreau mais n'y parvint pas. Pas parce qu'elle n'avait pas de force, mais parce qu'elle comprenait que cet effondrement était à elle. Ce n'était pas une tragédie, c'était un seuil. Toute quête spirituelle réussie commence par une crise nerveuse bien exploitée. Dans un coin de son esprit, cette phrase dite par Moreau des semaines avant commença à vibrer comme un mantra involontaire. Son cœur battait fort, son corps tremblait. Elle pensa qu'elle faisait peut-être une crise d'anxiété ou que quelque chose dans son système nerveux se brisait sans contrôle. Mais elle ne courut pas chez le médecin, ne demanda pas d'aide, ferma la porte à clé, éteignit le portable et s'allongea par terre dans le salon. Pas pour dormir, pas pour méditer, mais pour se briser avec dignité. Elle pleura, mais pas comme avant, pas comme quelqu'un qui veut être entendu ou qui a besoin de consolation. Elle pleura comme on lave l'âme avec des larmes, sans spectateur, sans histoire, comme un nettoyage interne où il ne reste rien à tenir. Elle se rappela les mots de Moreau. Quand l'ego se décompose, l'esprit crie, le corps tremble, mais l'âme s'ajuste. C'était ce qui se passait. Son moi s'effondrait, pas en tragédie, en libération. L'horloge marquait 19h48 quand elle se releva. Les larmes étaient encore vives sur ses joues. Les cheveux en désordre, le corps fatigué, comme si elle avait couru un marathon. Mais sur son visage, il y avait quelque chose de nouveau, une sérénité crue sans maquillage émotionnel. Elle alla à la cuisine, servit du riz blanc avec de l'huile de sésame, mangea en silence, lentement, comme quelqu'un qui revient d'un voyage interne qu'il ne peut expliquer, mais qui l'a transformé pour toujours. Moreau apparut le lendemain sans être appelé, comme s'il avait lu l'air. « Tu l'as senti, hein ?» dit-il d'une voix basse. Rosario ne demanda pas quoi, ce n'était pas nécessaire. « Oui, et tu as à peine survécu, parfait, alors tu n'es plus en danger. » Comment ça, non? Parce que celui qui s'est déjà permis de mourir à l'intérieur n'a plus peur de la vérité. Moreau s'assit à côté d'elle sans parler. Il lui offrit juste un thermos avec une infusion de Tila et Torongil. Rosario l'accepta sans résistance. Elle n'avait plus besoin de réponse. Maintenant, elle comprenait que certaines réponses n'arrivent pas comme des idées, mais comme des états d'être. Après un moment, Rosario parla. « Je croyais que guérir allait se sentir bien, que peu à peu ça cesserait de faire mal, que je me sentirais plus heureuse, plus légère. Mais ça, c'est comme marcher pieds nus sur des pierres. » Moreau sourit avec tendresse. « Tout ce qui guérit ne se sent pas bien immédiatement. Ce qui se passe, c'est que personne ne t'a dit que ton système nerveux n'est pas habitué au calme. On t'a appris à vivre en alerte, à survivre, pas à t'habiter. » Rosario l'écoutait comme si les mots venaient d'elle, pas de lui. « Parfois, quand je me sens en paix, j'ai peur, comme si quelque chose de mauvais allait arriver. Comme si la tranquillité était dangereuse, parce que c'est ainsi que ton corps a été entraîné à identifier le calme comme une menace. Mais ce n'est pas ta faute. C'est juste ton système qui te dit où est le problème, où est le drame, où est le danger. Il le fait parce qu'il a appris ainsi à survivre. » Rosario hocha la tête. Elle comprenait ce que Moreau lui disait, pas comme une théorie, mais comme une vérité que son corps avait déjà commencé à vivre. Elle se rappelait les fois où elle s'était auto-sabotée quand quelque chose allait bien ou quand elle avait commencé à rire et que son esprit lui disait « Ne te fais pas d'illusions ». C'étaient des réflexes conditionnés, pas des décisions. « Et comment on rééduque ça ?» demanda-t-elle. Moreau se baissa, prit de la terre à la main et la laissa tomber peu à peu entre ses doigts avec exposition dosée, comme quand on apprend à un animal maltraité qu'on ne le frappera plus. On lui parle calmement. On ne le force pas, on lui donne de l'espace. Pareil avec toi, ne te force pas à aller bien. Reste juste un peu plus longtemps dans cet état sans fuir. Quand tu sens le calme, reste 30 secondes de plus, puis 1 minute, puis 5. Ainsi, on entraîne le corps à ne pas confondre tranquillité avec danger. Rosario ferma les yeux, sentit son cœur battre lentement, écouta sa propre respiration et nota que même si son esprit lui criait qu'il pouvait arriver quelque chose de mauvais, son corps ne le croyait plus autant. « J'ai du mal à faire confiance à ça, dit-elle. Bien sûr, parce que le nouveau semble toujours faux, pas parce qu'il l'est,
mais parce qu'il est inconnu. Et le Corse préfère le connu même s'il fait mal, à l'inconnu même s'il guérit. Et combien de temps dure cette partie? Il n'y a pas de partie, c'est la vie. La seule chose qui change, c'est que tu ne te bats plus contre toi-même. Tu ne te trahis plus pour t'ajuster. Tu ne t'endors plus par peur de sentir. Rosario recommença à pleurer, mais cette fois ce n'était pas un effondrement, c'était de la tendresse. Une tendresse qu'elle ne savait d'où elle venait, mais qui embrassait tout. Moreau la regarda avec respect et ajouta « Tu apprends à vivre dans ton corps comme si c'était ta maison, pas ton champ de bataille. » Ce soir-là, Rosario se coucha tôt. Elle n'avait pas besoin de se distraire. Elle ne cherchait rien à la télé. Son corps ne demandait plus d'évasion. Elle éteignit la lumière, respira et à cet instant, tandis que le silence s'étendait dans toute la maison, une phrase apparut dans son esprit comme un écho sans propriétaire. « Je n'ai plus peur de revenir à moi. » Et pour la première fois, elle dormit profondément, pas parce que le monde était en ordre, mais parce qu'elle n'en avait plus besoin pour pouvoir se reposer. Si cette vidéo t'apporte de la valeur, abonne-toi maintenant à la chaîne et tu ne le regretteras pas. On te promet des contenus extraordinaires qui non seulement enrichiront ta vie, mais l'élèveront à un niveau complètement nouveau. Et si en plus tu veux soutenir la chaîne et obtenir des avantages exclusifs, je t'invite à rejoindre en tant que membre de la chaîne. Ne rate pas l'occasion de transformer ton existence avec notre communauté de sagesse ancestrale. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Continuons. La vie, quand elle ne se soutient plus avec la structure de ce qu'on croit être, acquiert une texture nouvelle. Rosario le sentait en tout, dans la façon dont elle lavait la vaisselle, dans la manière dont elle ouvrait les rideaux, même dans la pause entre chaque gorgée de thé. Elle n'avait pas atteint le bonheur comme elle l'entendait avant, ni un état permanent de paix, mais elle était entrée dans quelque chose d'infiniment plus réel, une façon d'être vivante où elle n'avait plus besoin d'explications. Et pourtant, le plus profond n'avait pas encore eu lieu. Tout ce qu'elle avait vécu jusqu'alors, les enseignements de Moreau, les effondrements, les silences, les redditions, ne l'avaient pas préparée à ce qui venait. Parce que l'esprit peut accepter de nouvelles idées, le corps peut apprendre à se calmer. Mais il y a quelque chose qui ne se révèle qu'à la fin d'une quête authentique. Le vertige de ne pas savoir qui on est, ni pourquoi on est là. L'ancienne identité avait cédé, mais il n'y avait pas de nouvelle liste d'affirmations positives qui l'attendait. Il n'y avait pas de personnage alternatif, une version améliorée de Rosario. Il n'y avait que le néant, un espace, un vide, mais le vide n'était pas une absence. Elle le sut un matin en se réveillant. Elle ouvrit les yeux et pendant un instant ne pensa à rien. Elle ne se rappela pas son nom, ni son histoire, ni ses tâches. Elle sentit juste le frottement de l'air sur la peau et le poids de son corps sur le matelas. Dans cette microseconde d'être sans narration, sans personnage, sans posture, apparut une présence inconnue. Ce n'était personne. C'était un état, une sorte de conscience sans nom, sans passé, sans forme. Et le plus impactant ne produisait pas de peur. Au contraire, c'était comme si son âme l'avait attendu là depuis toujours, pas au sommet d'une illumination, ni à la conclusion d'une épiphanie, mais dans cet instant nu où il ne restait rien à tenir. Passèrent des jours où Rosario ne s'efforça pas de donner du sens. Elle avait découvert quelque chose de radical. Le silence suffisait, pas pour éviter, mais pour voir, pas comme technique, mais comme maison. Un après-midi, en balayant les feuilles sèches de la cour, Rosario sentit quelque chose qui la déstabilisa. Un amour sans destinataire. Ce n'était pas pour quelqu'un, pas même pour elle-même. C'était une expansion chaude qui jaillissait de la poitrine et embrassait tout sans distinction. On ne pouvait l'expliquer. Il ne naissait ni d'une émotion ni d'une pensée. C'était comme si le vide qu'elle avait fui toute sa vie était en réalité la source. Elle comprit alors que le vide n'était pas un trou à remplir, mais l'espace fertile d'où tout pouvait naître, sans être contaminé par l'histoire, la peur ou le besoin. Ce jour-là, elle écrivit dans son cahier « J'ai passé des décennies à éviter de me sentir vide, et maintenant que je m'y permets, c'est la chose la plus pleine que j'ai jamais été. » Quand elle le lut à Moreau, il sourit comme quelqu'un qui n'a plus besoin d'expliquer. « Alors tu as traversé, dit-il. Traversé où? Toi-même, mais sans toi. L'endroit que tu es, quand tu n'as plus à être rien. Là où tu n'es ni mère, ni fille, ni victime, ni maîtresse. Juste présence. » Rosario le regarda avec un éclat nouveau. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Rien, vit le juste, mais tout n'était pas fini. Il manquait encore une dernière reddition. Pas de ses pensées, pas de ses émotions, mais de la plus difficile. La version de Rosario qu'elle avait tant travaillé à construire, même dans ce processus. Parce que l'ego peut aussi se déguiser en spiritualité.
Il peut dire « Maintenant je suis une femme consciente ou j'ai guéri ou pire, je suis au-delà du drame ». Et Rosario le sentit venir. Un matin ordinaire, en balayant devant l'immeuble, sa voisine Lola, une femme acérée, à la voix grave et au regard fissuré par des années de ressentiment, la salua avec dédain. « Regarde la nouvelle gourou du silence ». La phrase fut une lame. Rosario sentit son corps se tendre, son orgueil s'enflammer. Une partie d'elle, très récente, très choyée. Elle voulut se défendre, crier qu'elle n'était pas une gourou, qu'elle avait juste appris à se taire, que ce n'était pas de la pose, mais elle ne le fit pas. Au lieu de ça, elle s'arrêta. Elle sentit l'émotion brûler dans la poitrine. Elle sentit la rage, l'incompréhension, l'ancien besoin de validation, et ne réagit pas parce qu'elle se réprimait, mais parce qu'elle comprit que ce moi qui se défend était justement celui qui devait mourir. La mort psychologique est la seule naissance réelle, et à cet instant, elle se permit de disparaître. Pas physiquement, pas émotionnellement, mais symboliquement. Elle lâcha le dernier masque, celui de la femme qui a guéri. Elle n'avait plus besoin d'être quelqu'un. Elle n'avait plus besoin qu'on la comprenne, qu'on l'approuve, qu'on la considère sage. Et dans ce détachement, quelque chose de nouveau émergea. Une liberté si profonde qu'elle ne dépendait d'aucune identité. Moreau le sut avant qu'elle le dise. « Ton ego n'a plus de maison, lui dit-il. »« Non, répondit Rosario, mais il n'est pas parti non plus. Je le vois juste, et je ne lui obéis plus. » Ce fut sa vraie guérison. Pas un but, pas un titre, mais un état d'être sans nom. Des années plus tard, Rosario marchait tous les jours à l'aube dans le même jardin où elle avait connu Moreau. Lui ne sortait plus autant. Son corps était plus lent, ses mots plus rares. Mais sa présence était plus forte que jamais. Parfois, ils ne se saluaient même pas. Ils s'asseyaient juste ensemble à regarder le soleil se lever. Un matin, Rosario s'approcha d'une femme qui pleurait seule parmi les rosiers. Elle s'appelait Mathilde. Elle avait 69 ans et venait d'être diagnostiquée avec une maladie qui l'effrayait plus émotionnellement que physiquement. Elle ne savait pas comment la traiter. Elle savait juste pleurer. Rosario ne lui dit pas « Tu vas aller bien ». Elle ne dit pas non plus « Tout arrive pour une raison ». Elle n'offrit pas d'espoir. Elle offrit de la présence. Elle s'assit à côté d'elle sans demander, sans consoler, sans essayer de réparer quoi que ce soit. Mathilde, après quelques minutes, sentit qu'elle n'était pas seule, qu'elle pouvait pleurer sans être interrompue, sans être corrigée, sans être infantilisée. Et dans ce silence partagé, quelque chose se relâcha aussi en elle. Là était Rosario, pas comme maîtresse, pas comme guérisseuse, pas comme exemple, mais comme espace, comme vide fertile, comme une présence sans forme qui accompagne sans envahir. Et dans ce geste si silencieux, si simple, se produisit une autre guérison. Parce qu'au final, Rosario comprit que le vrai secret pour guérir n'est pas d'avoir des réponses, ni de la force, ni du courage. C'est disparaître ce que tu n'es pas, et rester présent avec ce qui est, sans ornement, sans histoire, sans besoin d'être quelqu'un juste là. Ça, c'était suffisant, et ça l'avait toujours été. Maintenant, c'est ton tour. Laquelle des enseignements que Rosario a vécus a le plus résonné en toi? Apprendre à lâcher les pensées, oser sentir la douleur sans résistance, ou peut-être simplement rester en silence. J'adorerais te lire dans les commentaires. Ton expérience pourrait être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre pour faire son premier pas vers l'auto-guérison.